Mon portable a vibré dans mes mains lorsque j'ai vu les messages que mon mari échangeait avec une autre femme. À 68 ans, j'ai découvert que non seulement il me trompait depuis des mois, mais qu'il volait aussi tout l'argent que nous avions économisé en 35 ans de mariage pour le lui donner. Ce que j'ai fait ensuite fut une vengeance si parfaite qu'elle les a laissés, lui et sa maîtresse, complètement anéantis. Comment une simple femme au foyer a-t-elle réussi à renverser la situation contre deux criminels expérimentés? Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment j'ai transformé ma souffrance en la plus grande leçon de leur vie. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires vraies de femmes courageuses qui ne se sont pas laissées abattre. Le téléphone a glissé de mes mains tremblantes et est tombé sur le sol de la cuisine avec un bruit sec qui a résonné dans la maison silencieuse. Mon cœur battait si fort que je pouvais entendre chaque pulsation dans mes oreilles, tandis que les mots que je venais de lire sur l'écran se répétaient dans mon esprit comme un écho douloureux. Mon amour, j'ai hâte de nous débarrasser de la vieille et de commencer notre vie ensemble. La maison est déjà pratiquement à nous. C'était un message de Delphine Mercier à mon mari Alain, et je venais de découvrir que mon mariage de 35 ans était un mensonge. Je m'appelle Clarisse Renaud, j'ai 68 ans, et j'ai toujours cru connaître l'homme avec qui je partageais mon lit chaque nuit. Alain Fournier, mon mari de 71 ans, avait toujours été ce que je considérais comme un homme de parole, travailleur et dévoué à sa famille. Nous vivions à Beauregard-sur-Saône, une petite ville de Bourgogne, où tout le monde se connaît et où nous avions construit notre vie depuis notre jeunesse. Il travaillait depuis 15 ans dans le même cabinet d'expertise comptable, et j'avais pris ma retraite il y a 3 ans de l'étude de notaire de la ville, où j'avais travaillé comme clerc pendant plus de 20 ans. Notre routine était simple et prévisible, exactement comme je l'aimais. Ce dimanche de mars, pendant qu'Alain faisait sa sieste de l'après-midi sur le canapé du salon, j'avais pris son téléphone pour chercher le numéro du garagiste qu'il avait mentionné plus tôt. C'était quelque chose que nous faisions naturellement l'un pour l'autre, au fil des ans, sans méfiance ni jalousie. Je n'aurais jamais imaginé que ce simple geste changerait ma vie pour toujours. Ce que j'ai vu à l'écran m'a fait remettre en question tout ce que je croyais sur notre vie commune. Les messages n'étaient pas seulement romantiques, ils étaient détaillés et cruels. Delphine Mercier, 42 ans, était la nouvelle secrétaire du cabinet où travaillait Alain, embauché il y a seulement 6 mois. Dans leur conversation, ils discutaient de plans spécifiques sur la façon de se débarrasser de moi, de partager nos biens, et même de l'endroit où ils passeraient leur lune de miel, après qu'Alain aurait demandé le divorce. Ce qui m'a le plus brisé le cœur, c'est de le lire se référer à moi comme « la vieille peau » et être d'accord avec Delphine quand elle disait que j'étais un obstacle à leur bonheur. Je me suis assise sur le sol froid de la cuisine, tenant toujours le téléphone, et j'ai essayé de digérer la réalité qui se déroulait devant moi. Ce n'était pas seulement des mots de passion entre deux amants, c'était des stratégies calculées. Alain lui avait promis notre maison, que nous avions mis des décennies à payer, et il transférait de l'argent de notre compte épargne, joint, vers un compte qu'il avait secrètement ouvert avec elle. Ils avaient sans même déjà choisi les meubles qu'ils voulaient garder et ceux qu'ils allaient en vendre. Le pire de tout était la froideur avec laquelle ils discutaient de mon avenir. Delphine suggérait qu'Alain invoque une altération définitive du lien conjugal pour tenter de conserver la majeure partie des biens, arguant que j'étais une personne difficile à vivre. Ils avaient déjà parlé à un avocat et avaient un plan détaillé pour la procédure de séparation. J'étais traitée comme un obstacle à éliminer, pas comme une personne qui avait consacré plus de 3 décennies de sa vie à construire cette famille. Mon esprit bouillonnait de 1000 pensées, alors que je restais assise sur le sol de cette cuisine que j'avais décorée avec tant de soin au fil des ans. Les murs jaunes pâles que nous avions peints ensemble pour notre 10e anniversaire de mariage, la table en bois que nous avions achetée dans une brocante quand nous étions encore jeunes et sans beaucoup d'argent, le vaisselier où nous gardions la vaisselle reçue en cadeau de mariage. Tout ce qui représentait notre histoire était destiné à être partagé entre 2 étrangers qui ne se connaissaient que depuis quelques mois. Le son de la télévision dans le salon m'a ramené à la réalité.
Alain dormait toujours, ignorant que j'avais découvert son secret. Je me suis levée lentement, les jambes encore flageolantes, et j'ai reposé le téléphone exactement là où il était. Mon expérience de clerc de notaire m'avait appris à être observatrice et rigoureuse, des qualités qui se révélaient maintenant plus précieuses que jamais. Je savais que je devais agir avec intelligence, et non sous le coup de l'émotion. J'ai marché jusqu'à la fenêtre de la cuisine, et j'ai regardé le jardin où nous cultivions quelques fleurs. Les roses que j'avais plantées au printemps dernier commençaient à bourgeonner à nouveau. Un rappel que la vie continue, même lorsque notre monde s'effondre. L'arôme du café que j'avais préparé plus tôt imprégnait encore l'air, mêlé au parfum du chèvrefeuille du voisin. Beauregard-sur-Saône avait toujours été une ville où les gens menaient une vie tranquille, où les relations se construisaient au fil des décennies et où la parole donnée avait de la valeur. Mais là, en cet après-midi de dimanche qui avait commencé comme n'importe quel autre, j'ai découvert que je vivais avec un étranger. L'homme qui dormait dans le salon n'était pas l'Alain que j'avais épousé, qui m'avait promis amour et fidélité devant l'autel de l'église du village. C'était quelqu'un capable de planifier froidement la destruction de notre vie commune. Quelqu'un qui avait appris à mentir avec un naturel qui m'effrayait. Durant les minutes qui suivirent, alors que j'essayais d'organiser mes pensées, une idée a commencé à germer dans mon esprit. S'ils avaient à planifier chaque étape de la séparation, s'ils avaient déjà un avocat et une stratégie définie, alors je devais moi aussi me préparer. Ma nature observatrice, qui m'avait toujours aidée dans mon travail à l'étude, serait désormais ma plus grande alliée. Je ne serais pas la victime sans défense qu'ils s'attendaient à trouver. L'horloge murale indiquait 15 heures, lorsque j'ai pris une décision qui allait changer le cours des choses. Je ne confronterai pas Alain sur le champ. Je ne ferai pas de scène dramatique ni n'exigerai d'explications. Au lieu de cela, je ferai semblant de ne rien savoir et j'utiliserai le temps à mon avantage pour découvrir exactement ce qu'il préparait et comment je pourrais protéger ce qui m'appartenait de droit. Il voulait jouer un jeu sale, mais il ne savait pas que j'en connaissais les règles bien avant qu'ils ne se rencontrent. Le bruit d'Alain bougeant sur le canapé m'a fait retourner rapidement à l'évier, où j'ai commencé à faire la vaisselle du déjeuner comme si de rien n'était. Quand il est apparu dans la cuisine, bâillant et demandant s'il restait du café, j'ai répondu avec le même naturel que d'habitude, mais à l'intérieur, je planifiais chaque mouvement que je ferais à partir de ce moment. La partie avait commencé, et cette fois, je ne serai pas un simple pion sur l'échiquier. Les jours qui ont suivi la découverte ont été les plus difficiles de ma vie. Chaque matin, je me réveillais avec l'espoir irrationnel que tout cela n'était qu'un terrible cauchemar. Mais la réalité revenait toujours me frapper comme un coup de poing dans l'estomac. Alain continuait sa routine normale, se levant à 6h30, buvant son café noir sans sucre, lisant le journal local et commentant la météo comme il l'avait toujours fait. Le naturel avec lequel il mentait me donnait la nausée, mais je forçais un sourire et répondais à ses banalités, comme si j'étais toujours l'épouse dévouée qu'il pensait que j'étais. Durant la première semaine, je me suis consacrée à observer chaque détail de son comportement. Alain avait toujours été un homme d'habitude stricte, mais maintenant je remarquais de petits changements que j'avais ignorés auparavant. Il prenait des douches plus longues, se parfumait plus souvent et choisissait ses vêtements avec plus de soin. Ses allées et venues aux toilettes avec son téléphone devenaient plus fréquentes et prolongées. Quand le téléphone sonnait pendant le dîner, il se précipitait pour répondre avec une urgence qu'il ne montrait pas avant, toujours sous le prétexte d'un travail important. Ma première action concrète fut d'aller à la banque, où nous avions notre compte épargne joint. Durant mes années à l'étude, j'avais beaucoup appris sur les documents et les procédures bancaires, des connaissances qui devenaient fort maintenant fondamentales. J'ai pris contact avec Bérénice Lambert, une ancienne notaire avec qui j'avais travaillé et qui avait pris sa retraite 2 ans avant moi. Bérénice avait toujours été une femme pratique et discrète, des qualités que j'admirais et dont j'avais désespérément besoin. Je l'ai rencontrée à la boulangerie de Monsieur Dubois, un lieu de rencontre traditionnel des dames de Beauregard le matin. L'odeur des croissants chauds et du café fraîchement moulu me calmait habituellement, mais ce jour-là,
J'avais l'estomac trop noué pour apprécier quoi que ce soit. Bérénice, à 72 ans, avait une vaste expérience des questions juridiques et un réseau de contacts que je devrais utiliser à mon avantage. « Clarisse, tu as une mine affreuse !» dit-elle dès qu'elle me vit, sa voix chargée d'une inquiétude sincère. « Que se passe-t-il » Bérénice avait toujours eu cette capacité à lire les gens comme des livres ouverts, une compétence que j'avais développée en travaillant avec elle, mais qu'elle maîtrisait comme personne. Je lui ai tout raconté, de la découverte des messages à mes plans pour protéger nos biens, avant qu'Alain ne puisse exécuter ses manigances. Bérénice m'a écouté en silence, buvant son café et faisant de petits gestes de compréhension qui me donnaient le courage de continuer. Quand j'ai eu fini mon récit, elle a soupiré profondément et a dit quelque chose qui a complètement changé ma perspective sur la situation. « Ma chère, tu n'es pas la première femme de Beauregard à vivre cela, et malheureusement, tu ne seras pas la dernière, » dit-elle en posant sa main sur la mienne. « Mais tu as un avantage que beaucoup n'ont pas. Tu connais les procédures légales et tu as le temps de te préparer. Utilisons cela à ton avantage. » Bérénice m'expliqua que, ces derniers mois, elle avait remarqué Alain fréquenter le cabinet de Maître Laroche, un avocat connu en ville, pour être un spécialiste des divorces contentieux. Cela confirmait que ses plans étaient pour plus avancés que je ne l'imaginais. Elle a également mentionné que Delphine avait été vue plusieurs fois à la banque de la ville, toujours accompagnée par Alain, ce qui expliquait comment il avait réussi à ouvrir un compte joint avec elle. « Je dois voir nos relevés bancaires de toute urgence, » dis-je à Bérénice, sentant mon cœur s'accélérer d'anxiété. « S'il transfère de l'argent, je dois savoir exactement combien et depuis quand. » À la banque, j'ai découvert une réalité encore plus choquante que je ne l'imaginais. Alain avait retiré près de 10 000 € de notre épargne au cours des 3 derniers mois, toujours en petites sommes pour ne pas attirer l'attention. L'argent que nous avions économisé pendant des décennies, fruit de nombreux sacrifices, servait à financer sa relation avec une autre femme. Chaque relevé que je lisais était comme un coup de poignard dans le cœur. Plus dévastateur encore fut de découvrir qu'il avait falsifié ma signature sur plusieurs documents bancaires. J'ai immédiatement reconnu l'imitation, car il avait copié ma signature de vieux papiers que je gardais à la maison. La trahison n'était pas seulement émotionnelle et financière, elle était aussi criminelle. L'homme avec qui j'avais construit une vie était prêt à commettre un délit pour me nuire. Je suis rentrée chez moi cet après-midi-là, avec un mélange de colère et de détermination que je n'avais jamais ressenti auparavant. L'Alain, qui est rentré du travail à 17h30, comme toujours, m'a salué d'un baiser sur la joue et m'a demandé comment s'était passée ma journée avec le même naturel habituel. J'ai répondu que c'était une journée ordinaire, que j'avais rendu visite à des amis et fait les courses de la semaine. Il n'avait aucune idée que j'avais découvert ses combines financières. Pendant le dîner, j'observais chacun de ses gestes, avec une attention qui frisait l'obsession. La façon dont il évitait mon regard quand je posais des questions sur le travail, comment ses mains tremblaient légèrement lorsque son téléphone vibrait, comment il inventait des excuses élaborées pour sortir de la maison le week-end. C'était comme si je voyais un étranger assis à table avec moi, un acteur jouant le rôle de mon mari. Cette nuit-là, après qu'il se fût endormi, je me suis levée silencieusement et je suis allée dans le bureau qu'il avait installé dans la chambre d'amis. Alain avait toujours été une personne organisée et je savais que s'il y avait des documents sur ses plans, ils seraient classés là. À l'aide d'une petite lampe de poche pour ne pas allumer les lumières, j'ai commencé à chercher toute preuve qui pourrait confirmer mes soupçons. C'est dans le tiroir verrouillé du bureau que j'ai trouvé ce que je craignais le plus de découvrir. Alain avait gardé une copie de la procuration qu'il avait falsifiée avec ma signature, les brouillons d'une requête en divorce déjà remplie et une expertise immobilière de notre maison, faite par un agent de la ville. Tout était méticuleusement planifié et documenté. Ils ne se contentaient pas de fantasmer sur un avenir ensemble. Ils exécutaient un plan détaillé pour détruire ma vie financière. Parmi les papiers, j'ai également trouvé des preuves de virements bancaires vers le compte qu'il avait ouvert avec Delphine, des reçus de cadeaux coûteux qu'il lui avait achetés, et même des réservations d'hôtels dans des villes voisines où il se retrouvait
les week-ends où il prétendait travailler. La froideur et la planification de tout cela m'ont laissé un sentiment de dégoût que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Je suis retournée me coucher le cœur lourd, mais aussi avec une clarté d'esprit que je n'avais pas eue depuis des jours. Alain avait complètement sous-estimé ma capacité à découvrir ses manigances et ma volonté de me battre pour ce qui m'appartenait. Il pensait avoir affaire à une femme naïve et soumise, mais il était sur le point de découvrir qu'il avait réveillé une adversaire bien plus redoutable qu'il ne l'imaginait. Le lendemain matin, pendant qu'il se préparait pour le travail, j'ai annoncé nonchalamment que j'avais prévu un déjeuner avec notre fille, Isabelle, pour le week-end. Isabelle, 40 ans, vivait à Lyon et ne venait à Beauregard qu'une fois par mois. Alain parut mal à l'aise à cette nouvelle, probablement inquiet de la possibilité que je lui raconte quelque chose, mais il ne pouvait pas s'y opposer sans éveiller les soupçons. « C'est bien, ça fait longtemps que tu n'as pas vu Isa », dit-il en essayant de paraître naturel. Mais je remarquai la tension dans sa voix. « Ça vous fera du bien à toutes les deux de vous voir. » Pendant qu'il finissait de se préparer, j'ai commencé à élaborer mentalement ma prochaine action. Si Alain avait un avocat, j'en aurais besoin d'un aussi. S'il documentait tout pour l'utiliser contre moi, je ferais de même. S'il pensait pouvoir me prendre au dépourvu, il se trompait lourdement. La partie avait commencé, et j'étais déterminée à gagner peu importe le coût. Le rendez-vous avec Isabelle a eu lieu au restaurant Chez Martine, un endroit chaleureux au centre de Beauregard, où nous déjeunions toujours quand elle venait nous rendre visite. Ma fille est arrivée ponctuellement à midi, comme toujours. Mais cette fois, j'étais différente. Pendant les 30 minutes qui ont précédé son arrivée, je suis restée assise à la table du coin, essayant de trouver le courage de dire à l'une des personnes que j'aime le plus au monde que sa famille était en train de s'effondrer. Isabelle est entrée dans le restaurant avec ce sourire chaleureux qu'elle a hérité de son père, vêtue d'un blazer bleu marine qui mettait en valeur ses yeux marrons. À 40 ans, elle avait bâti une solide carrière de directrice des ressources humaines dans une entreprise à Lyon et avait toujours été ma source de fierté. Enfant, elle jouait à être avocate, montant des tribunaux imaginaires dans le jardin où elle jugeait ses poupées pour des crimes inventés. Maintenant, ironiquement, j'aurais besoin de ses compétences professionnelles pour faire face à une situation réelle, bien plus complexe. « Maman, ça va ?» furent ses premiers mots après l'accolade. « On dirait que tu as maigri et tu as des cernes. Tu dors mal ?» Il a toujours été impossible de cacher quoi que ce soit à Isabelle. Depuis son plus jeune âge, elle avait une intuition aiguë pour sentir quand quelque chose n'allait pas. Pendant notre conversation initiale, alors que nous mangions le bœuf bourguignon que nous commandions toujours là-bas, j'ai essayé de maintenir une apparence de normalité, mais j'ai remarqué qu'elle analysait chaque mot et chaque geste avec la précision qu'elle avait développée dans sa profession. « Maman, que se passe-t-il entre toi et papa ?» demanda-t-elle finalement, après 20 minutes de conversation superficielle sur le temps et les nouvelles de la ville. « Les dernières fois que je suis venue, j'ai remarqué une tension étrange entre vous deux. Il est différent, plus distant, et tu sembles constamment inquiète. » C'est à ce moment-là que j'ai craqué. J'ai tout raconté à Isabelle, de la découverte des messages aux documents que j'avais trouvés dans le bureau d'Alain. J'ai vu son expression passer progressivement de l'incrédulité à la colère, puis à une tristesse profonde qui m'a brisé le cœur. Elle a tenu ma main pendant tout mon récit, la serrant plus fort à chaque nouvelle révélation choquante que je partageais. « Maman, c'est bien pire que ce que j'imaginais, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'aurais jamais pensé que papa serait capable d'une chose pareille. La falsification de signature transforme cela en délit pénal, pas seulement en trahison conjugale. Isabelle m'expliqua que, dans son expérience professionnelle, elle avait traité des cas similaires où des employés falsifiaient des documents de l'entreprise. Ses connaissances en matière de procédure légale et d'enquête sur les irrégularités seraient fondamentales pour construire ma défense. Elle m'a également alertée sur quelque chose que je n'avais pas envisagé, la possibilité qu'Alain prépare de fausses preuves contre moi pour justifier la demande de divorce. « Il faut agir vite, maman. S'ils ont déjà un avocat
et des documents préparés, tu es en position de faiblesse. Mais nous avons aussi quelques cartes en main qu'ils ne savent pas que nous possédons, dit-elle, adoptant déjà le ton professionnel que je connaissais bien. Après le déjeuner, Isabelle m'a accompagnée au cabinet de Maître Ferrand, un avocat spécialiste en droit de la famille, qu'elle avait trouvé lors de ses recherches pendant notre conversation. Maître Ferrand était connu à Beauregard pour sa discrétion et son efficacité, des qualités essentielles à ma situation. Son cabinet se trouvait dans une vieille maison du centre-ville, rénovée mais conservant le charme originel des constructions de la région. Maître Ferrand, un homme d'environ 50 ans aux cheveux grisonnants et portant des lunettes de lecture, nous a reçus avec le sérieux que la situation exigeait. Quand j'ai eu fini de raconter toute l'histoire, il est resté silencieux quelques minutes, prenant des notes sur un bloc-notes et hochant occasionnellement la tête en signe de désapprobation. « Madame Renaud, votre situation est complexe, mais pas impossible à résoudre, » dit-il enfin. « Le fait que vous ayez découvert les fraudes avant l'exécution de leur plan nous donne un avantage significatif. Nous pouvons non seulement protéger vos biens, mais aussi demander réparation pour les dommages déjà causés. » Maître Ferrand m'expliqua que nous devions collecter toutes les preuves possibles avant d'engager une action en justice. Cela incluait de photographier les documents que j'avais trouvés, d'obtenir des copies des relevés bancaires, prouvant les transferts illégaux, et de documenter tout comportement suspect d'Alain. Il a également suggéré que j'ouvre un compte bancaire individuel à mon nom, où je pourrais protéger tout l'argent que je parviendrai à récupérer. Il y a une stratégie que j'utilise souvent dans des cas comme celui-ci, dit Maître Ferrand, ajustant ses lunettes et me regardant droit dans les yeux. Nous allons les laisser poursuivre leur plan, mais nous documenterons chacun de leurs gestes. Quand ils s'y attendront le moins, nous retournerons complètement la situation. La réunion s'est terminée par un plan détaillé qui m'a laissée à la fois pleine d'espoir et terrifiée. Je rentrerai chez moi en prétendant que rien n'avait changé, mais maintenant j'étais armée de connaissances juridiques et d'un soutien professionnel. Maître Ferrand m'a donné un téléphone spécial pour les urgences et des instructions spécifiques sur la façon de procéder dans les jours à venir. Quand je suis rentrée à la maison en fin d'après-midi, Alain était dans le salon à regarder la télévision, comme il le faisait toujours le samedi. Il m'a demandé nonchalamment des nouvelles de ma rencontre avec Isabelle, et j'ai répondu que c'était un déjeuner normal, plein de nouvelles sur son travail et de potins de famille. Le naturel avec lequel j'ai réussi à lui mentir m'a surprise et effrayée à la fois. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai observé Alain avec des yeux complètement nouveaux. Chaque mensonge qu'il racontait sur sa journée, chaque excuse inventée pour justifier ses retards, chaque geste affectueux fin me confirmait que j'étais mariée à un étranger. L'homme que j'avais aimé pendant des décennies n'existait tout simplement plus, si tant est qu'il ait jamais vraiment existé. Après qu'il se fut endormi, je suis retournée à son bureau pour photographier tous les documents que j'avais trouvés précédemment. Avec le téléphone qu'Isabelle m'avait prêté spécifiquement pour cette tâche, j'ai documenté chaque papier, chaque reçu, chaque preuve de sa trahison financière. Le travail méticuleux m'a rappelé mes années à l'étude de notaire, où la précision des détails était fondamentale. Parmi les documents, j'ai trouvé quelque chose de nouveau qui m'a glacé le sang. Un brouillon de requête où Alain affirmait que je souffrais de problèmes mentaux et que cela justifiait notre séparation. Il avait noté dans les marges des exemples de comportements qu'il considérait comme des preuves de mon instabilité, y compris ma prétendue paranoïa et mes récentes sautes d'humeur. C'était une stratégie cruelle et calculée pour me discréditer légalement. Je me suis assise sur le sol de ce bureau, entourée des preuves de la trahison de l'homme que j'avais autrefois aimé, et j'ai ressenti un mélange de douleur et de détermination qui m'a complètement transformée. Alain avait sous-estimé non seulement mon intelligence, mais aussi ma capacité à résister lorsqu'on me poussait dans mes retranchements. Il pensait avoir affaire à une victime facile, mais il était sur le point de découvrir qu'il avait réveillé une adversaire implacable. Le lundi suivant, pendant qu'Alain était au travail, j'ai exécuté la première phase de ma contre-attaque. Je suis allée à la banque, où nous avions notre compte joint,
et grâce à ma connaissance de nos documents personnels, j'ai réussi à transférer la part qui m'appartenait légalement vers le nouveau compte que j'avais ouvert. Ce n'était pas un vol, c'était la protection de mes droits, mais mon cœur battait quand même la chamade pendant toute l'opération. Quand Alain est rentré à la maison ce soir-là, il était plus nerveux que d'habitude. Je soupçonne qu'il avait déjà découvert le mouvement bancaire et essayait de comprendre ce qui s'était passé. Pendant le dîner, il m'a posé plusieurs questions indirectes sur ma journée et mes activités, essayant clairement de savoir si j'étais au courant de quelque chose. J'ai répondu avec le même calme que d'habitude, mais à l'intérieur, je célébrais ma première petite victoire, mais significative. La semaine suivante fut un jeu du chat et de la souris qui me laissa dans un état d'alerte constant. Alain avait définitivement remarqué le mouvement bancaire et tentait de découvrir ce que je savais, mais sans révéler ses propres soupçons. Au petit déjeuner, il faisait des commentaires apparemment anodins sur notre situation financière, me demandant si j'avais fait un gros achat récemment ou si j'avais besoin d'argent pour quelque chose de spécial. Ces questions avaient un ton d'interrogatoire qui me donnait des frissons. Au milieu de la semaine, j'ai reçu un appel inattendu qui a complètement changé ma perspective sur la situation. C'était Romain Caron, le mari de Delphine Mercier, la maîtresse de mon mari. Sa voix au téléphone était chargée d'une douleur que j'ai immédiatement reconnue, la même que je ressentais depuis des semaines. Il avait découvert leur liaison d'une manière encore plus brutale que la mienne. Il les avait trouvés ensemble dans un hôtel sur la route de Mâcon, un après-midi où Delphine avait dit qu'elle rendait visite à sa mère malade. « Madame Renaud, nous devons parler, » dit-il d'une voix tremblante, qui révélait un homme anéanti. « J'ai découvert que nos conjoints préparent quelque chose de bien pire que ce que nous imaginions. Ils ne veulent pas seulement être ensemble, ils veulent nous ruiner financièrement pour commencer une nouvelle vie. J'ai rencontré Romain sur la petite place près de l'église de Beauregard, un endroit discret où nous pouvions parler sans attirer l'attention. C'était un homme de 45 ans, ouvrier dans une usine de la région, avec des mains calleuses et des yeux rouges, de quelqu'un qui avait beaucoup pleuré ces derniers jours. Au cours de notre conversation, j'ai découvert que Delphine avait menti sur presque tout dans sa vie, y compris sa situation financière, et même sur le fait d'avoir des enfants d'une précédente relation. Elle m'a convaincue de faire un emprunt à la banque, en utilisant notre maison comme garantie, raconta Romain, la voix étranglée par l'émotion. Elle a dit que c'était pour rénover la cuisine, mais maintenant je sais que l'argent est allé directement sur le compte joint qu'elle a avec votre mari. Je dois 15 000 € à cause de ce mensonge. La révélation de Romain m'a fait comprendre que la situation était encore plus grave que je ne le pensais. Delphine et Alain n'avaient pas seulement une liaison extra-conjugale. Ils menaient une escroquerie élaborée, impliquant plusieurs victimes. Ils avaient utilisé la crédibilité et la confiance qu'ils inspiraient dans leurs mariages respectifs pour nous voler de l'argent à tous les deux, prévoyant probablement de disparaître ensemble après avoir eu accès à tous nos biens. Romain m'a montré des documents qu'il avait trouvés cachés dans la voiture de Delphine, y compris des preuves de virements bancaires, des doubles des clés de notre maison qu'elle avait fait faire sans notre permission, et même une liste détaillée de nos biens, avec des valeurs de vente estimées. Il était évident qu'ils avaient à passer des mois à cataloguer tout ce qu'ils pouvaient voler de nos vies. « Il y a autre chose, » dit Romain, hésitant avant de continuer. « Il prévoit de prétendre que nous sommes tous les deux mentalement instables. Delphine a des notes sur mes comportements étranges, et votre mari fait de même. Ils veulent s'en servir pour obtenir la tutelle de nos biens, en invoquant une incapacité mentale. La froideur et la cruauté du plan m'ont laissé sans voix. Ils ne se contentaient pas de nous trahir. Ils essayaient de nous détruire complètement, en nous enlevant notre dignité, notre stabilité financière, et même notre réputation dans la communauté. C'était un niveau de méchanceté que je ne savais pas exister chez des personnes qui prétendaient nous aimer. Ce soir-là, j'ai appelé Maître Ferrand, et j'ai fixé une réunion d'urgence pour le lendemain. J'ai également contacté Isabelle, qui a immédiatement annulé ses engagements à Lyon pour venir me soutenir. La situation avait dépassé le cadre d'une simple trahison conjugale. Nous étions maintenant confrontés à une fraude organisée et à un complot.
La réunion au cabinet de Maître Ferrand a eu lieu le vendredi matin, en présence d'Isabelle, de Romain et de moi-même. L'avocat a écouté attentivement tous les détails que Romain a ajoutés à l'histoire, et son expression est devenue de plus en plus sérieuse. Quand nous avons fini de tout relater, il est resté silencieux quelques minutes, organisant les documents que nous avions apportés. Cette situation est bien plus complexe qu'une séparation conflictuelle, a finalement déclaré Maître Ferrand. Nous avons affaire à une fraude bancaire, à de la falsification de documents et à une tentative d'abus de faiblesse. Ce sont des crimes qui peuvent entraîner une peine de prison pour tous les deux. Maître Ferrand nous a expliqué que nous devions agir rapidement et de manière coordonnée. Le plan était de rassembler toutes les preuves possibles, puis de confronter Alain et Delphine simultanément, de préférence en présence de témoins qui pourraient confirmer leurs aveux. Il a également suggéré que nous informions discrètement quelques personnes influentes de la ville de la situation, afin de protéger notre réputation au cas où il tenterait soit de nous discréditer publiquement. Je lui ai raconté une version résumée de la situation, en me concentrant sur les aspects qui pourraient affecter la réputation de notre famille. Madame Dubois m'a écouté avec la sagesse de quelqu'un qui a vu de nombreuses histoires similaires au cours de sa vie, et sa réaction a été exactement ce que j'attendais. Une indignation totale face à la malhonnêteté d'Alain et un soutien inconditionnel à ma cause. « Clarisse, ma fille, tu as toujours été une femme d'une moralité exemplaire, » dit-elle en me tenant la main, avec ses mains ridées mais fermes. « Si cet homme fait ce que tu m'as raconté, il ne mérite même pas l'air qu'il respire. Tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu auras besoin. » La conversation avec Madame Dubois m'a donné une force renouvelée. Dans une petite ville comme Beauregard, avoir le soutien de personnes respectées par la communauté serait fondamental pour protéger ma réputation. Alain et Delphine pourraient tenter de me discréditer, mais il serait beaucoup plus difficile de le faire contre quelqu'un qui avait des décennies de crédibilité bâtie dans la ville. Le dimanche soir, pendant que nous dînions, Alain a annoncé nonchalamment qu'il devrait voyager pour le travail la semaine suivante. Il a dit qu'il avait un audit important à Dijon et qu'il serait absent pendant 3 jours. Le mensonge a été dit avec un tel naturel que, si je n'avais pas su la vérité, j'y aurais cru complètement. J'ai répondu qu'il n'y avait pas de problème, que j'en profiterais pour faire un grand ménage dans la maison et peut-être peindre la chambre d'amis, comme nous l'avions prévu depuis des mois. Mais cette fois, au lieu d'accepter passivement ces mensonges, j'avais un plan. Pendant son prétendu voyage d'affaires, j'exécuterai la phase finale de ma stratégie. Avec l'aide de Maître Ferrand, d'Isabelle et de Romain, je monterai un piège qui exposerait définitivement tous les crimes qu'ils avaient commis. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour être informé. Retour à l'histoire. Le lundi matin, alors qu'Alain faisait sa valise en feignant d'être préoccupé par son voyage d'affaires, j'ai observé chacun de ses mouvements avec un mélange de pitié et de détermination. L'homme que j'avais autrefois aimé était si perdu dans ses mensonges qu'il semblait y croire lui-même. Quand il m'a embrassé sur la joue avant de partir, en me chuchotant qu'il reviendrait jeudi et qu'il m'aimait, j'ai ressenti un frisson de dégoût qui m'a fait me demander comment j'avais pu vivre avec tant de fausseté pendant si longtemps. Dès que j'ai vu sa voiture tourner au coin de la rue, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Maître Ferrand. Il était temps de mettre notre plan à exécution. À partir de ce moment, il n'y aurait plus de retour en arrière. Alain et Delphine avaient complètement sous-estimé notre capacité à découvrir leur combine et notre détermination à obtenir justice. Ils allaient maintenant découvrir que le jeu avait complètement changé, et cette fois, les règles seraient dictées par nous. Le mardi matin, Maître Ferrand est arrivé chez moi, accompagné d'un détective privé nommé Christian Moreau, un homme de 55 ans qui avait travaillé pendant des décennies dans la police avant d'ouvrir son propre cabinet d'enquête. Christian avait une apparence discrète et fiable, exactement le genre de personne qui pourrait passer inaperçue tout en recueillant des preuves. Son expérience serait fondamentale pour documenter les rencontres d'Alain et Delphine pendant le prétendu voyage d'affaires. Madame Renaud, d'après les informations que Maître Ferrand m'a transmises,
Je pense que nous parviendrons à documenter complètement les activités frauduleuses de votre mari dans les prochains jours, a déclaré Christian, en organisant du matériel de tournage et de photographie sur la table de ma cuisine. Ils se croient en sécurité, mais cet excès de confiance sera leur perte. Le plan était simple mais efficace. Christian suivrait discrètement Alain pendant son faux voyage, documentant toutes les rencontres avec Delphine et toute activité suspecte. Pendant ce temps, Romain et moi effectuerions des fouilles simultanées dans les maisons où nous vivions, à la recherche de preuves supplémentaires que nos conjoints auraient pu cacher. Isabelle coordonnerait tout depuis Lyon, en maintenant un contact constant avec nous et avec Maître Ferrand. Le mardi après-midi, alors que j'étais seule à la maison, j'ai décidé de faire une recherche plus approfondie dans les affaires d'Alain. Cette fois, je ne me suis pas limitée au bureau. J'ai fouillé son armoire, vérifiant les poches des vêtements, les boîtes à chaussures, et même des endroits inhabituels comme l'intérieur de vieux livres qu'il gardait sur l'étagère de la chambre. C'est à l'intérieur d'un livre de comptabilité qu'il prétendait utiliser pour ses études que j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait comprendre toute la dimension de la trahison. C'était un deuxième téléphone portable, un appareil simple qu'il utilisait exclusivement pour communiquer avec Delphine. Les messages sur ce téléphone étaient encore plus explicites et cruels que ceux que j'avais vus auparavant. Ils discutaient en détail de la manière dont ils allaient m'humilier publiquement, comment ils feraient pour que j'aie l'air folle aux yeux de la famille et des voisins, et même comment ils comptaient me faire interner dans une clinique psychiatrique pour avoir un accès total à nos biens. La froideur des conversations me donnait la nausée. Ils avaient planifié chaque aspect de ma destruction avec une précision qui frisait la psychopathie. Alain avait même fait des recherches sur des médicaments psychiatriques pour essayer de me droguer secrètement, afin que je présente des comportements qui confirmeraient ses allégations sur ma prétendue instabilité mentale. C'était un niveau de méchanceté que je ne pouvais pas comprendre, surtout venant de quelqu'un qui avait promis de m'aimer et de me protéger. Parmi les messages, j'ai découvert qu'ils avaient déjà choisi une ville où ils comptaient déménager après avoir exécuté leur plan. Delphine avait cherché des biens immobiliers à Marseille où ils pensaient pouvoir refaire leur vie sans être dérangés par les conséquences de leurs actes à Beauregard. Ils avaient eux-mêmes déjà visité quelques maisons, utilisant l'argent qu'ils avaient volé à moi et à Romain pour payer les visites. Le mercredi matin, j'ai reçu un appel de Christian avec des informations qui ont confirmé nos pires soupçons. Il avait suivi Alain jusqu'à un hôtel sur la route entre Beauregard et Dijon, où mon mari avait rencontré Delphine. Il n'avait pas seulement des rendez-vous romantiques. Il rencontrait d'autres personnes, dont un agent immobilier et quelqu'un que Christian soupçonnait d'être un faussaire. « Ils accélèrent le calendrier », a déclaré Christian au téléphone. D'après les conversations que j'ai réussi à capter de loin, il semble qu'ils aient l'intention d'exécuter la phase finale du plan cette semaine encore. Cela inclut de falsifier d'autres documents et de tenter d'obtenir une procuration générale qui leur donnerait un accès total à vos biens, à tous les deux. L'urgence de la situation m'a fait paniquer. S'ils parvenaient à exécuter leur plan avant que nous puissions les arrêter, Romain et moi pourrions perdre tout ce que nous avions construit au cours de nos vies. J'ai immédiatement appelé Maître Ferrand, qui m'a rassuré en disant qu'il avait déjà tout préparé pour les confronter dès que nous aurions suffisamment de preuves. Cet après-midi-là, alors que j'organisais les preuves que nous avions recueillies, j'ai reçu une visite inattendue qui a complètement changé le cours de la situation. C'était Delphine Mercier, la maîtresse de mon mari, qui est apparue à ma porte avec une expression qui mêlait nervosité et fausse préoccupation. Mon cœur a presque cessé de battre quand je l'ai vue là, mais je me suis forcée à garder mon calme et à faire semblant de ne pas savoir qui elle était. « Bonjour, vous devez être Clarisse », dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis Delphine, je travaille avec Alain. Il m'a demandé de passer ici pour prendre des documents importants qu'il a oubliés. Il a dit que vous sauriez où ils sont. » Son audace m'a laissé sans voix. Delphine était là, chez moi, essayant de voler des documents pendant qu'Alain était soi-disant en voyage d'affaires. C'était une occasion unique de la confronter directement, mais c'était aussi extrêmement dangereux.
Si je révélais que je savais tout, je pourrais gâcher tout notre plan de collecte de preuves. « Bien sûr, entrez !» dis-je, en essayant de paraître naturel, malgré mon cœur qui battait à 1000 à l'heure. Alain a mentionné que quelqu'un du bureau passerait peut-être. « De quels documents avez-vous besoin ?» Delphine est entrée dans ma maison comme si elle en était la propriétaire, regardant autour d'elle avec une familiarité qui m'a donné des frissons. Il était évident qu'elle était déjà venue ici, probablement quand j'étais absente, et qu'Alain l'avait amenée pour lui montrer les biens qu'il comptait s'avoler. Elle s'est dirigée directement vers le bureau, confirmant qu'elle connaissait la disposition de la maison. Ce sont des contrats de l'entreprise qu'il doit réviser avant la réunion de demain. A-t-elle menti, en commençant à ouvrir des tiroirs et à chercher des papiers spécifiques? Vous savez ce que c'est. Le travail n'attend pas. Pendant qu'elle fouillait le bureau, j'ai discrètement allumé l'enregistreur du téléphone que Maître Ferrand m'avait donné pour des situations comme celle-ci. Chaque mot que Delphine prononcerait serait documenté et pourrait être utilisé comme preuve contre elle. J'ai également envoyé un SMS rapide à Christian, l'alertant de sa présence chez moi. « Vous savez, Clarisse, » dit Delphine soudainement, en arrêtant de chercher des documents et en me regardant droit dans les yeux. « Alain a beaucoup parlé de vous ces derniers fâchés temps. Il s'inquiète pour votre santé mentale. Il pense que vous êtes un peu étrange. Peut-être que vous devriez chercher une sorte d'aide. » La tentative de manipulation psychologique était si évidente que j'ai failli en rire. Delphine essayait de semer le doute sur ma santé mentale, exactement comme nous avions découvert que cela faisait partie de leur plan. Mais au lieu de me déstabiliser, sa tentative ne m'a donné que plus de courage pour continuer à faire semblant de ne rien savoir. « Alain a toujours été très protecteur avec moi, » ai-je répondu, en forçant un sourire. « Mais je me sens bien, merci de vous inquiéter. Ce doit être juste le stress de l'âge. » Delphine a continué à chercher des documents, mais j'ai remarqué qu'elle cherchait vraiment quelque chose de spécifique. Ses recherches étaient très ciblées, comme si elle savait exactement où devait se trouver ce qu'elle cherchait. C'est alors que j'ai réalisé, elle cherchait les documents originaux de notre maison et de notre compte bancaire, probablement pour faire d'autres falsifications. « C'est étrange, » dit-elle après quelques minutes. « Alain était certain que les papiers seraient ici. Vous n'avez rien touché dans son bureau récemment, n'est-ce pas? » « Je ne touche jamais aux affaires d'Alain, » ai-je menti, en gardant un ton de voix désinvolte. « Il est très organisé avec ses documents de travail. Peut-être qu'il a emporté ce que vous cherchez avec lui en voyage. » La frustration de Delphine était visible. Elle était venue chez moi avec un plan spécifique et n'arrivait pas à l'exécuter. Cela m'a fait réaliser que j'avais peut-être plus de pouvoir dans cette situation que je ne l'imaginais. Si elle avait besoin de ces documents de toute urgence, cela signifiait que notre calendrier pour exposer leurs crimes était sur la bonne voie. Après quelques minutes de recherche infructueuse, Delphine a abandonné et s'est dirigée vers la porte. Mais avant de partir, elle s'est tournée vers moi, avec une expression qui m'a glacé le sang. Le faux sourire avait complètement disparu, remplacé par un regard froid et calculateur qui révélait sa vraie nature. « Clarisse, j'espère que vous comprenez que parfois les gens changent, » dit-elle, d'un ton qui sonnait presque comme une menace. « Alain n'est plus le même homme que vous avez connu il y a des décennies. Il a le droit d'être heureux, et il est peut-être temps que vous l'acceptiez et que vous alliez de l'avant. » Après son départ, je suis restée debout dans le salon pendant plusieurs minutes, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Delphine venait de me menacer à mots couverts dans ma propre maison, confirmant qu'elle et Alain étaient prêts à tout pour obtenir ce qu'ils voulaient. Mais elle avait aussi révélé des informations précieuses sur leur calendrier et sur les documents qu'ils considéraient comme les plus importants pour leur plan. Le jeudi matin, le jour où Alain devait rentrer de son faux voyage d'affaires, j'ai reçu un appel urgent de Christian qui a complètement changé nos plans. Sa voix était chargée d'une anxiété qui m'a fait m'asseoir immédiatement, me préparant à de mauvaises nouvelles. « Madame Renaud, la situation s'est considérablement compliquée, » dit-il sans ambages. « J'ai réussi à intercepter une conversation téléphonique entre Alain et Delphine où il mentionne qu'il soupçonne que vous deux, vous et Romain,
avaient découvert quelque chose. Ils anticipent tous leurs plans et ont l'intention d'agir aujourd'hui même. Mon sang se glaça. Christian m'expliqua qu'il avait surpris Alain et Delphine en réunion avec un homme qu'il avait identifié comme étant un faussaire connu dans la région. Ils avaient recommandé de fausses procurations qui donneraient à Delphine un accès total à mon compte bancaire et à Alain le contrôle des biens de Romain. Le pire, les documents seraient de prêt le jour même et ils comptaient les utiliser immédiatement. Il y a plus, continua Christian, et je pouvais entendre le bruit de la circulation en arrière-plan, indiquant qu'il était en mouvement. Ils ont engagé quelqu'un pour vous faire interner, vous et Romain, de force dans une clinique psychiatrique aujourd'hui même. Ils prétendent que vous présentez tous les deux des comportements violents et que vous représentez un danger pour vous-même et pour les autres. La gravité de la situation m'a coupé le souffle. En quelques heures, Alain et Delphine allaient exécuter un plan qui me laisserait non seulement sans argent et sans maison, mais aussi sans liberté et sans crédibilité. C'était une attaque coordonnée contre toute mon existence, planifiée avec une froideur qui me faisait me demander si j'avais jamais vraiment connu l'homme que j'avais épousé. J'ai immédiatement appelé Maître Ferrand, qui m'a demandé de quitter la maison sur le champ et de me rendre à l'étude de notaire de la ville, où Bérénice Lambert m'attendrait avec des documents prouvant ma santé mentale et ma capacité juridique. C'était une mesure préventive qu'il avait préparée justement pour des situations comme celle-ci. « Clarisse, écoutez-moi attentivement, » dit Maître Ferrand avec urgence. « Nous allons complètement inverser le jeu aujourd'hui. Au lieu d'attendre plus de preuves, nous allons les confronter maintenant, mais avec une stratégie à laquelle ils ne s'attendraient à jamais. Faites-moi confiance et suivez exactement les instructions que je vais vous donner. » Alors que je me préparais à quitter la maison, mon téléphone sonna. C'était Alain, appelant soi-disant de Dijon pour me prévenir qu'il arriverait à la maison en fin d'après-midi. Sa voix semblait normale, affectueuse même, comme s'il s'agissait simplement d'un mari dévoué, informant sa femme de son voyage d'affaires. Le naturel avec lequel il mentait, sachant qu'en quelques heures, il tenterait de me faire interner de force, me donna une nausée qui me fit presque vomir. « Salut, mon amour », dit-il, avec ce ton affectueux qui me faisait fondre le cœur autrefois. L'audit s'est terminé plus tôt que prévu. Je vais passer rapidement au bureau pour déposer quelques papiers et ensuite je rentre à la maison. Je t'ai préparé une surprise, quelque chose qui va changer notre vie pour le mieux. L'ironie de ses paroles était cruelle. Il avait vraiment une surprise qui changerait ma vie, mais pas de la manière que quiconque de normal entendrait par « pour le mieux ». J'ai répondu avec le même naturel que d'habitude, disant que j'étais impatiente de le voir et que j'avais préparé son plat préféré pour le dîner. Chaque mot qui sortait de ma bouche était un mensonge, mais j'avais appris du maître de la fausseté. À l'étude, Bérénice m'a accueilli avec une efficacité qui témoignait d'années d'expérience dans des situations juridiques complexes. Elle avait préparé une documentation complète prouvant ma capacité mentale, y compris des rapports médicaux récents, des témoignages de personnes respectées de la communauté et même des enregistrements de mes activités professionnelles des derniers mois. « Clarisse, ma chérie, tu as affaire à des gens sans scrupules, mais n'oublie pas que tu as aussi des atouts dans ta manche, » dit Bérénice, en organisant les papiers dans un dossier officiel de l'étude. « Ta réputation dans cette ville est impeccable, et cela compte beaucoup plus que tu ne l'imagines dans des situations comme celle-ci. » C'est alors que Maître Ferrand arriva à l'étude avec une nouvelle qui changea complètement notre stratégie. Il avait obtenu une ordonnance du juge qui gelait tous les comptes bancaires impliqués dans la fraude, y compris le compte joint qu'Alain avait ouvert avec Delphine. Plus important encore, l'ordonnance empêchait également toute hospitalisation psychiatrique des personnes concernées sans une évaluation médicale indépendante et une autorisation judiciaire spécifique. Ils pensent qu'ils vont nous prendre par surprise. Mais ce sont eux qui vont être surpris, dit Maître Ferrand, avec un sourire qui mêlait satisfaction professionnelle et indignation personnelle. Nous allons les confronter au moment exact où ils tenteront d'exécuter leur coup final. Le plan était audacieux. Nous nous réunirions chez moi à l'heure où Alain devait arriver. Mais cette fois, nous serions accompagnés de témoins officiels,
dont Bérénice en tant que notaire, Christian comme détective privé, et même le commissaire Laurent, un homme intègre que Maître Ferrand avait convaincu de la gravité de la situation. Pendant l'après-midi, alors que nous attendions le moment de la confrontation, Romain arriva chez moi avec des preuves supplémentaires qu'il avait découvertes. Delphine avait caché de faux documents chez eux, y compris une procuration falsifiée, avec ma signature qu'elle avait l'intention d'utiliser le jour même. La qualité de la falsification était étonnamment bonne, montrant qu'ils avaient investi des ressources importantes dans ce stratagème. « Clarisse, j'ai découvert quelque chose qui va te choquer », dit Romain, en montrant un dossier qu'il avait trouvé caché dans la voiture de Delphine. Ils ont un dossier complet sur notre routine quotidienne, y compris les horaires, les habitudes et même les médicaments que nous prenons. On dirait du travail d'espionnage professionnel. Le dossier était vraiment impressionnant par sa minutie et sa cruauté. Ils avaient documenté chaque aspect de nos vies pendant des mois, à la recherche de vulnérabilités qu'ils pourraient exploiter. Ils connaissaient mes problèmes d'insomnie, les médicaments que Romain prenait pour l'hypertension, nos habitudes alimentaires et même nos relations familiales. C'était un niveau d'atteinte à la vie privée qui allait bien au-delà d'une simple trahison conjugale. À 17 heures, tous les participants à notre plan étaient en position. Bérénice et le commissaire Laurent étaient discrètement dans la maison voisine. Maître Ferrand était dans sa voiture garée au coin de la rue et Christian était caché dans le jardin avec du matériel d'enregistrement. J'étais seule dans le salon, attendant l'arrivée d'Alain, mais cette fois, non pas comme une victime sans défense, mais comme quelqu'un qui avait repris le contrôle de la situation. Quand j'ai entendu le bruit de sa voiture dans le garage, mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais c'était une accélération différente de l'anxiété que j'avais ressentie ces dernières semaines. C'était l'adrénaline de quelqu'un qui est sur le point d'affronter son adversaire à armes égales. Alain est entré par la porte de derrière, comme il le faisait toujours, portant une petite valise et un sourire qui ne parvenait pas à cacher complètement sa tension. « Salut, ma chérie !» dit-il en me donnant un baiser sur la joue qui me fit contracter tous les muscles. « Comment se sont passés ces jours seuls? J'espère que tu t'es reposé, parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire. »« J'ai aussi quelque chose à te dire, » ai-je répondu, en essayant de garder une voix ferme. En fait, je pense que cette conversation aurait dû avoir lieu il y a bien longtemps. Alain me regarda avec une expression qui mêlait surprise et méfiance. Il était évident qu'il y avait quelque chose de différent dans mon ton de voix, une fermeté qu'il n'avait pas l'habitude d'entendre. Il posa la valise par terre et s'approcha de moi, essayant d'évaluer mon état émotionnel avec le regard calculateur que j'avais appris à reconnaître. « Clarisse, tu vas bien ?» demanda-t-il, avec une fausse préoccupation qui me donna la nausée. « Tu as l'air différente, un peu tendue. Peut-être qu'on devrait prendre rendez-vous chez le médecin pour toi. Je m'inquiète de ton comportement ces derniers temps. » C'était exactement le début de l'exécution du plan que nous avions découvert. Alain commençait à semer les graines de l'allégation d'instabilité mentale qu'il utiliserait pour justifier mon internement d'office. Mais cette fois, au lieu de me déstabiliser, ses paroles ne firent que me donner plus de courage pour ce qui allait se passer. « Tu sais, Alain, » dis-je en me dirigeant vers la fenêtre et en faisant le signe convenu à Maître Ferrand, « tu as raison de dire que je suis différente. Je suis vraiment très différente. En fait, je suis complètement transformée depuis que j'ai découvert qui tu es, vraiment. » L'expression de son visage changea instantanément. Le faux sourire disparut, remplacé par une tension qui confirmait qu'il avait parfaitement compris ce que je voulais dire. Le jeu de faux semblants était terminé, et maintenant commençait la véritable confrontation entre nous. Le silence qui s'installa dans la pièce après mes paroles fut assourdissant. Alain resta immobile quelques secondes, digérant ce que j'avais dit, et je pus voir le moment exact où il comprit que toute sa mise en scène avait été découverte. Son expression passa de la surprise au calcul froid, puis à quelque chose qui m'effraya profondément. Une colère contenue qui révélait une personnalité que je n'avais jamais vue auparavant. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Clarisse, » dit-il finalement, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Tu agis bizarrement,
ce qui confirme mes inquiétudes sur ton état mental. Je pense qu'il vaut mieux appeler le docteur Martin tout de suite. Le docteur Martin était le médecin qui suivait notre famille depuis des années, et je savais qu'Alain essayait d'utiliser la confiance que nous avions en lui pour valider ses allégations sur ma prétendue instabilité. Mais cette fois, j'étais préparée à chacun de ses mouvements. Le docteur Martin ne répondra pas à ton appel aujourd'hui, répondis-je calmement, parce qu'il est déjà au courant de toute la situation. En fait, il fait partie des personnes qui ont fourni des documents sur ma parfaite capacité mentale pour les procédures judiciaires que nous avons engagées contre toi. La couleur quitta le visage d'Alain. Il comprit enfin qu'il n'avait pas affaire à la femme passive et non préparée qu'il avait sous-estimée pendant des mois. Ses yeux se mirent à balayer rapidement la pièce, cherchant probablement une issue ou essayant de comprendre comment ses plans avaient été découverts. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais », dit-il, et pour la première fois, sa voix portait une menace ouverte. « Tu joues avec des forces que tu ne comprends pas. Delphine et moi avons essayé de faire ça de la manière la plus simple possible. Mais si tu veux compliquer les choses... » « La manière la plus simple ?» l'interrompis-je, sentant une colère que j'avais contenue pendant des semaines, enfin faire surface. « Tu considères que falsifier ma signature, voler notre argent et essayer de me faire interner dans une clinique psychiatrique est la manière la plus simple? Quel genre de monstre es-tu devenu, Alain ?» C'est à ce moment que Maître Ferrand entra par la porte d'entrée, suivi de Bérénice et du commissaire Laurent. Alain se retourna brusquement, et je pus voir la panique s'emparer de son expression lorsqu'il réalisa qu'il était encerclé par les autorités. La réalité qu'il était tombé dans un piège s'installa enfin complètement. « Alain Fournier », dit le commissaire Laurent avec autorité, « vous faites l'objet d'une enquête pour escroquerie, faux et usage de faux, et tentative d'abus de faiblesse. Je vais vous demander de me suivre pour être entendu. »« C'est absurde !» cria Alain, perdant complètement le sang-froid qu'il avait maintenu pendant des mois de mensonges. « Cette femme est folle. Vous ne pouvez pas croire les fantasmes d'une personne mentalement instable. » Bérénice s'avança calmement et tendit un dossier officiel de l'étude de notaire. « Monsieur Fournier, voici tous les rapports médicaux et psychologiques de Madame Renaud, réalisés par des professionnels indépendants ces derniers jours. Tous attestent de sa parfaite capacité mentale et émotionnelle. D'un autre côté, nous avons ici des documents qui prouvent à vos activités frauduleuses. » Maître Ferrand ouvrit son dossier et commença à énumérer les preuves que nous avions recueillies. « Nous avons des photographies des documents falsifiés que vous avez cachés chez vous, des enregistrements des conversations avec Delphine où vous planifiez les délits, les preuves des virements bancaires illégaux et les témoignages qui confirment vos activités criminelles. » Ce qui me choqua le plus fut de voir comment Alain réagit lorsqu'il réalisa qu'il avait complètement perdu le contrôle. Au lieu de montrer du remords ou d'essayer de s'expliquer, il devint agressif et menaçant, confirmant que l'homme avec qui j'avais vécu pendant des décennies n'existait vraiment plus. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire » dit-il en me pointant du doigt, avec une expression de haine qui me glaça le sang. « Delphine et moi avons des contacts que vous n'imaginez même pas. Ça ne va pas en rester là. » C'est alors que Christian apparut à la porte, portant du matériel d'enregistrement et accompagné de Romain et, à ma surprise totale, de Delphine Mercier elle-même. Elle était menottée et avait une expression de défaite absolue, très différente de la femme confiante et menaçante qui était venue chez moi la veille. « Nous avons trouvé Madame Mercier en train d'essayer d'utiliser des documents falsifiés à la banque de la ville, » expliqua Christian. « Elle a été arrêtée en flagrant délit alors qu'elle tentait de faire des opérations sur le compte joint qu'elle détenait avec Monsieur Fournier en utilisant des procurations falsifiées. La vue de Delphine menottée sembla briser la dernière résistance d'Alain. Il se laissa tomber sur une chaise, comprenant enfin que tous ses plans avaient non seulement échoué, mais s'étaient complètement retournés contre lui. Le silence qui s'installa dans la pièce était différent du précédent. Il n'était plus tendu. Il était lourd de la réalité de la situation. « Pourquoi, Alain ?» demandai-je.
et pour la première fois depuis des semaines, ma voix portait la douleur réelle que je ressentais. Pourquoi détruire toute une vie pour quelques mois de passion? Est-ce que ça valait la peine de jeter 35 ans de mariage et la confiance de ta famille? Il me regarda pendant quelques secondes, et pendant un instant, je crus voir une trace de l'homme que j'avais aimé. Mais ce que je vis n'était que de l'amertume et une froideur qui me confirma que tout sentiment qu'il avait pu avoir pour moi était mort depuis longtemps. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour être informé. Retour à l'histoire. Tu n'as jamais compris, Clarisse, dit-il d'une voix lasse. Tu t'es installée dans une routine. Tu as cessé de rêver, de vouloir plus. Delphine m'a montré qu'il y avait encore des possibilités, que je pouvais encore avoir une vie différente. Tu représentes tout ce que je voulais laisser derrière moi. Ces paroles me firent plus mal que je ne l'aurais cru. Non pas parce qu'elles étaient vraies, mais parce qu'elles révélaient comment il avait complètement réécrit notre histoire pour justifier ses actions. Dans sa version, j'étais la coupable de sa trahison. J'étais l'obstacle à son bonheur. J'étais le problème à éliminer. Maître Ferrand interrompit le moment en présentant une liste détaillée de tous les crimes qu'Alain et Delphine avaient commis. Faux et usage de faux, escroquerie, tentative d'abus de faiblesse. Et maintenant, aussi, tentative d'internement abusif, basée sur de fausses allégations. La liste était longue et les conséquences juridiques seraient sévères. Monsieur Fournier, Madame Mercier a déjà avoué la plupart des crimes lors de son interrogatoire, dit le commissaire Laurent. Elle a fourni des détails sur l'ensemble du stratagème, y compris les noms d'autres personnes impliquées. Votre coopération pourrait influencer positivement votre dossier, mais à ce stade, les preuves contre vous sont irréfutables. Romain s'approcha de moi et me chuchota que Delphine avait révélé lors de l'interrogatoire qu'ils avaient déjà mené des escroqueries similaires dans d'autres villes, choisissant toujours des couples plus âgés, avec des biens importants. Nous n'étions pas leurs premières victimes, mais nous serions les dernières. La découverte qu'ils faisaient à partir d'un réseau plus large me fit me sentir à la fois violée et soulagée d'avoir réussi à les arrêter. « Clarisse » dit Bérénice en posant la main sur mon épaule. « Je sais que tout cela a été très difficile, mais tu dois savoir que tu es sortie victorieuse. Non seulement tu as protégé tes biens, mais tu les as aussi empêchés de nuire à d'autres personnes. Maître Ferrand m'expliqua que la procédure judiciaire serait longue, mais que toutes les preuves étaient de mon côté. Alain et Delphine feraient pour face à de multiples accusations criminelles, et je pourrais récupérer tout l'argent qu'ils avaient sans m'être volé, en plus de demander réparation pour le préjudice moral qu'ils avaient qu'à faire causer. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément, non pas parce que tous les problèmes étaient résolus, mais parce que j'avais enfin repris le contrôle de ma vie. Le cauchemar était terminé, et maintenant, je pouvais commencer à reconstruire mon existence selon mes propres termes. Mais il y avait encore une dernière surprise qui m'attendait, quelque chose que je ne découvrirais que le lendemain et qui changerait complètement ma perspective sur tout ce qui s'était passé. Le lendemain matin, alors que je prenais mon petit déjeuner en silence pour la première fois depuis des mois, sans la présence oppressante d'Alain, je reçus un appel qui me laissa complètement sans voix. C'était Isabelle, mais sa voix était chargée d'une émotion que je ne parvenais pas à identifier. Ce n'était ni de la tristesse, ni de la colère, c'était quelque chose proche de l'incrédulité, mêlé à une étrange satisfaction. « Maman, tu dois t'asseoir pour écouter ce que je vais te dire, » dit-elle en prenant une profonde inspiration avant de continuer. « Tu te souviens quand tu m'as parlé de tes soupçons selon lesquels papa et Delphine avaient déjà fait ça avant? Eh bien, Maître Ferrand m'a demandé d'enquêter sur leur passé, et ce que j'ai découvert va te choquer. » Pendant la conversation, Isabelle me révéla qu'elle avait passé la nuit à rechercher des archives publiques et à parler à des contacts qu'elle avait dans d'autres villes. Ce qu'elle a découvert, c'est qu'Alain et Delphine n'étaient pas seulement des escrocs occasionnels. Ils faisaient partie d'un réseau organisé qui opérait depuis plus de 5 ans, choisissant toujours de petites villes de province où ils pouvaient se construire de fausses réputations avant de commettre leurs méfaits. « Maman,
Ils ne se sont pas rencontrés il y a 6 mois, quand elle a été embauchée dans l'entreprise de papa, dit Isabelle, d'une voix qui mêlait colère et incrédulité. Ils sont partenaires depuis des années. Delphine n'a jamais été vraiment mariée à Romain. Elle a déménagé à Beauregard spécifiquement pour se rapprocher de lui et voler ses biens. Leur mariage est faux, basé sur des documents falsifiés. La révélation me laissa abasourdie. Tout ce que j'avais compris de la situation était faux. Delphine n'était pas une femme qui s'était entichée de mon mari par passion. C'était une criminelle professionnelle qui avait choisi Romain comme cible et Alain comme moyen d'accéder à plus de victimes. Mon mari n'était pas tombé amoureux d'une autre femme. Il avait été recruté dans un complot criminel destiné à détruire plusieurs familles. « Il y a plus, maman », continua Isabelle. « J'ai trouvé des traces d'au moins 4 autres villes où ils ont mené des escroqueries similaires. Ils choisissaient toujours des couples plus âgés, utilisaient toujours les mêmes méthodes, laissaient toujours les victimes ruinées financièrement et émotionnellement avant de disparaître vers la ville suivante. L'ampleur de la cruauté me donna la nausée. Nous n'étions pas seulement victimes d'une trahison conjugale compliquée. Nous étions les cibles de prédateurs qui avaient fait de la destruction des familles une entreprise lucrative. La souffrance que j'avais ressentie pendant des mois, la douleur de découvrir que mon mariage était un mensonge, tout cela faisait partie d'un scénario qu'ils avaient exécuté de nombreuses fois auparavant. 1 heure plus tard, Maître Ferrand arriva chez moi, accompagné d'un inspecteur de la police judiciaire de Dijon qui coordonnait une enquête plus large sur le réseau criminel. L'inspecteur Morel, un homme sérieux d'environ 45 ans, m'expliqua que mon courage en confrontant Alain et Delphine leur avait permis de finalement capturer des criminels qui étaient recherchés depuis des années. « Madame Renaud, sans votre détermination et la documentation que vous avez réussi à rassembler, ce réseau continuerait à opérer indéfiniment, » dit l'inspecteur Morel, en disposant des photos d'autres victimes dans plusieurs villes. « Vous ne vous êtes pas seulement protégé, vous avez aussi donné une voix à des dizaines d'autres personnes qui ont souffert aux mains de ces criminels. » Les photographies qu'il me montra étaient dévastatrices. Des hommes et des femmes d'un âge similaire au mien, tous avec des expressions de défaite et de désespoir, tous victimes du même stratagème qui avait failli me détruire. Voir leur visage me fit comprendre que mon combat avait été plus grand que je ne l'imaginais. Je ne défendais pas seulement ma propre vie, j'aidais à protéger d'autres familles futures. Pendant l'après-midi, Romain vint me rendre visite, et ensemble nous avons digéré la révélation que son mariage avec Delphine avait été complètement faux depuis le début. La douleur qu'il ressentait était différente de la mienne. J'avais perdu une relation réelle qui s'était corrompue, mais il découvrit qu'il n'avait jamais eu de relation véritable. « Clarisse, sais-tu ce qui me fait le plus mal ?» dit-il, assis sur la terrasse de ma maison, alors que nous observions le mouvement tranquille de la ville. « Ce n'est pas la perte de l'argent ou de la maison, c'est de savoir que chaque moment de bonheur que je pensais avoir vécu avec elle était basé sur des mensonges. Chaque sourire, chaque geste affectueux, chaque mot d'amour faisait partie d'une mise en scène pour me voler. Je compris exactement ce qu'il ressentait. La découverte que nos vies avaient été envahies par des prédateurs professionnels changeait la nature de notre douleur. Nous n'étions pas seulement victimes de trahison. Nous étions des survivants d'un crime soigneusement planifié contre notre dignité et notre confiance en l'humanité. 2 semaines plus tard, lors de l'audience préliminaire, j'eus l'occasion de confronter Alain une dernière fois. Il était différent, plus mince, avec une apparence défaite qui contrastait radicalement avec la confiance arrogante qu'il avait affichée lors de notre dernière conversation à la maison. Lorsque nos regards se croisèrent au tribunal, je vis quelque chose qui me surprit. Ce n'était pas du remords, mais une sorte de respect réticent. Pendant son témoignage, Alain avoua des détails du complot que même les enquêtes n'avaient pas découverts. Il révéla qu'il avait été recruté par Delphine 3 ans plus tôt, initialement juste pour fournir des informations sur des victimes potentielles, à Beauregard, mais qu'il s'était progressivement impliqué plus profondément dans le stratagème jusqu'à en devenir un participant actif.
Elle m'a convaincu que je méritais une vie meilleure, dit-il lors de l'interrogatoire, en évitant de me regarder. Elle a dit que des gens comme Clarisse et Romain avaient eu leur chance et que c'était maintenant à notre tour de prospérer. J'y ai cru parce que je voulais y croire. Ces paroles me firent ça comprendre que, d'une certaine manière, il avait aussi été manipulé, bien que cela ne diminue en rien la gravité de ses choix. Delphine était une manipulatrice professionnelle qui savait exactement comment identifier et exploiter les vulnérabilités des gens, y compris celles de ses propres partenaires criminels. Le procès aboutit à des condamnations importantes pour tous les deux. Alain fut condamné à 8 ans de prison pour escroquerie, faux et usage de faux, et abus de faiblesse. Delphine reçut une peine encore plus lourde, 12 ans, en raison de son rôle de premier plan dans le réseau criminel et de sa participation à de multiples crimes similaires. Plus important que les sanctions pénales fut la restitution financière. Je réussis à récupérer non seulement tout l'argent qu'il m'avait fourvolé, mais je reçus également une compensation importante pour le préjudice moral. Romain eut une expérience similaire, récupérant ses biens et recevant réparation pour la souffrance causée. 6 mois après le procès, ma vie avait pris une nouvelle normalité que je n'aurais jamais pu imaginer. La maison était silencieuse, mais ce n'était plus le silence tendu des mois de la découverte. C'était la tranquillité de quelqu'un qui avait repris le contrôle de sa propre existence. Isabelle avait déménagé temporairement à Beauregard pour m'aider dans la transition, et notre relation s'était renforcée à travers l'épreuve que nous avions affrontée ensemble. Un matin, alors que j'arrosais les fleurs du jardin que j'avais plantées pour symboliser mon nouveau départ, je réfléchis à tout ce que j'avais appris au cours de cette terrible expérience. La trahison d'Alain avait détruit ma foi dans le mariage que nous avions construit, mais elle avait aussi révélé une force intérieure que je ne savais pas posséder. J'ai découvert que j'étais capable de me battre pour moi-même quand c'était nécessaire, que je pouvais prendre des décisions difficiles sous pression et que j'avais le soutien de personnes qui se souciaient vraiment de moi. Bérénice me rendait encore visite régulièrement et notre amitié s'était approfondie à travers la crise. Romain était devenu un ami proche, uni par l'expérience partagée d'avoir survécu au même type de prédation. Maître Ferrand continuait de s'occuper des aspects juridiques de la situation, mais il était aussi devenu un conseiller personnel qui m'aidait à naviguer dans les complexités émotionnelles de la reconstruction. L'odeur des vignobles proches de la ville, qui pendant des mois m'avait rappelé les moments les plus difficiles de la découverte, était redevenue une source de paix. Mes promenades matinales n'étaient soit plus une fuite de la réalité douloureuse à la maison, mais une célébration de la liberté que j'avais reconquise. Un dimanche après-midi, exactement 1 an après la découverte qui a changé ma vie, je me suis assise dans la même cuisine où tout avait commencé, et j'ai écrit une lettre aux autres victimes, d'Alain et de Delphine, qui m'avaient fait contacter par l'intermédiaire de l'avocat. Je voulais qu'elles sachent que la douleur qu'elles ressentaient serait surmontée, que la trahison qu'elles avaient subie ne définissait pas leur valeur en tant que personne, et qu'elles avaient la force nécessaire pour reconstruire leur vie. La plus grande vengeance contre ceux qui ont essayé de nous détruire, écrivis-je dans la lettre, n'est pas leur souffrance en prison, mais notre capacité à retrouver le bonheur et la paix. Ils ont parié que nous serions des victimes pour toujours, mais ils se sont complètement trompés. Nous sommes des survivants, et notre victoire réside dans chaque jour que nous vivons avec dignité et espoir. Quand j'eus fini d'écrire, je regardais par la fenêtre de la cuisine le même jardin où j'avais digéré la découverte de la trahison 1 an plus tôt. Les roses que j'avais plantées au printemps dernier fleurissaient à nouveau, plus belles et plus fortes que jamais. C'était une métaphore parfaite de mon propre parcours. J'avais traversé un hiver terrible, mais j'en étais sortie plus résiliente et plus sage. Mon histoire ne s'est pas terminée par une fin de conte de fées, où tout est redevenu comme avant. Au lieu de cela, elle s'est terminée par quelque chose de mieux. La découverte que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé, que je méritais le respect et l'honnêteté, et que j'avais le pouvoir de me protéger et d'aider d'autres personnes dans le processus. La trahison d'Alain avait tenté de me détruire,
Mais elle a fini par me libérer d'une vie basée sur des illusions et m'a donné l'opportunité de construire une existence authentique, basée sur la vérité et le respect de soi. Aujourd'hui, quand on me demande si je regrette d'avoir affronté Alain, au lieu de simplement accepter la situation, je réponds que mon seul regret est de ne pas avoir agi plus tôt. La vengeance la plus douce contre ceux qui tentent afin de nous rabaisser est de prouver que nous sommes plus grands qu'ils ne l'imaginaient. Et c'est exactement ce que j'ai réussi à faire.